Bonjour à toutes et à tous, je suis Cédric Durand, professeur d'économie politique à l'Université de Genève. Et mon intervention va se centrer sur deux questions sur lesquelles je travaille et qui ont été développées aussi dans le programme. D'une part, la question de la financiarisation et d'autre part, de la planification écologique. Alors peut-être que vous allez vous dire que ces deux questions sont disjointes, mais en fait, elles ne sont que apparemment disjointes. Au fond, il s'agit de tenter de répondre à la question suivante. Veut-on que le système nerveux central de l'économie réside dans le jeu hasardeux des forces du marché? C'est ça l'hypothèse de la financiarisation. Laisser les marchés financiers être le, le centre des décisions en matière d'allocation économique, ou alors souhaite-t-on en reprendre un contrôle démocratique afin de décider du type de mode de développement que nous souhaitons poursuivre? Alors, cette première question de la financiarisation se pose très concrètement avec le débat actuel sur la question de la fuite des capitaux. Vous avez évidemment vu que dans de très nombreux commentateurs ont agité le spectre d'une fuite des capitaux qui serait en fait due soit à des déficits publics trop importants, soit à un déficit commercial ou bien aux hausses d'impôts. Dans tous les cas, il y a cette idée que le capital va fuir le pays, précipitant une hausse des taux d'intérêt et donc une crise qui va étrangler l'économie. Cette hypothèse, ce scénario d'une fuite des capitaux n'est pas un scénario, c'est un épouvantail. Ce n'est pas un scénario réaliste du tout, pour trois raisons. Alors, quelles sont ces trois raisons? La première raison, et ça a été exposé précédemment, parce que le programme proposé par la NUP est un programme sérieux, un programme financé. Il y a certes un effet multiplicateur, mais il y a aussi une base fiscale qui est tout à fait solide. Et au-delà de ça, il y a un projet productif, industriel, de planification, qui vise à consolider la base productive du pays et donc sa base fiscale. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que, alors là, on rentre dans des raisons peut-être plus techniques, mais extrêmement importantes, c'est la structure de la dette publique. La dette publique, aujourd'hui, elle est extrêmement favorable. La situation de la dette publique est extrêmement favorable, pour plusieurs raisons. D'abord, les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt réels n'ont jamais été aussi bas depuis plusieurs décennies, 5 décennies. On est à moins 4%, taux d'intérêt nominal, moins inflation. C'est ça le taux d'intérêt réel, c'est ça qui compte pour les budgets publics. On est à une situation qui est extrêmement favorable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la structure de la dette publique française est là aussi extrêmement favorable parce qu'elle est essentiellement à long terme. En moyenne, aujourd'hui, la maturité de la dette française est à plus de 8 ans. Seulement 6,7% de la dette française est à court terme. Donc ça veut dire que le problème de la soutenabilité de la dette se pose vraiment dans le temps long. Et au fond, cette dette a été contractée donc à long terme et à des taux d'intérêt extrêmement faibles. Ça veut dire que chaque jour qui passe, le volume de la dette diminue grâce à l'inflation que l'on connaît aujourd'hui. Donc il y a un effet favorable de l'inflation sur la dette publique qui est exceptionnel et qui est extrêmement favorable, et il faut le souligner. Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle une crise de la dette, finalement, est à contretemps. La troisième raison, c'est l'idée qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'autonomie des marchés financiers. Le modèle qu'on a, c'est les crises de la dette dans les années 80 ou 90, ou la crise grecque, où il y avait une forme de sanction des marchés financiers vis-à-vis d'un pays. Ça, c'est quelque chose qui ne peut plus exister aujourd'hui. Pour quelle raison? Eh bien parce qu'aujourd'hui, depuis 2008, mais surtout depuis ces dernières années, les banques centrales interviennent massivement pour soutenir les marchés financiers. Et elles interviennent massivement en achetant de la dette publique. Alors peut-être que vous pensez que lorsque les banques centrales interviennent pour acheter de la dette publique, c'est pour aider les gouvernements. Pas du tout. Elles interviennent pour acheter de la dette publique, pour aider les marchés financiers, parce qu'aujourd'hui, les marchés financiers, ils reposent leur brique de base, l'élément de base, c'est la dette publique qui sert de collatéral dans les prêts interbancaires et dans le développement financier. Et s'il y a une perte de valeur de la dette publique, eh bien, il y a une crise financière immédiatement qui fait contagion. Donc, tout ça pour vous dire que dans la situation actuelle, aucun banquier central ne prendra le risque de déclencher une crise de la dette publique en Europe et de déclencher une crise financière générale. Alors, il faut juste peut-être pour vous donner un chiffre, pour qu'on ait bien en tête ce qui se passe. Depuis 2 ans, la majorité plus que la totalité de la nouvelle dette émise a été rachetée par la Banque centrale européenne. Et aujourd'hui, plus d'un quart de la dette publique française est détenue par la Banque centrale européenne. Autrement dit, une crise de la dette publique française, c'est une crise qui serait décidée par la Banque centrale européenne. Et quelque chose qui n'est pas possible pour les raisons que je viens de vous exposer, le poids de la France dans la zone euro et la centralité de la dette publique dans les mécanismes financiers. Alors, peut-être maintenant me résumer. Le programme budgétaire de la NUP est sérieux sur le plan économique. L'environnement du point de vue des taux et de la structure de la dette est extrêmement favorable. Et enfin, l'action des banques centrales fait que celles-ci sont en fait au premier plan dans la gestion de la dette. Et ce n'est pas les marchés financiers, les investisseurs qui font le là sur ce point-là.
Pour toutes ces raisons-là, la perspective à court terme d'une crise de la dette est absolument inenvisageable. En revanche, ce n'est pas pour ça que nous, on ne pense pas remettre en cause le fonctionnement du financement de l'économie. On souhaite définanciariser l'économie et c'est pour ça qu'on prévoit de développer un pôle public bancaire et de renationaliser progressivement la dette. On en reparlera peut-être si vous le souhaitez après. Mon deuxième point, et je vais être rapide dessus, on pourra aussi, si vous avez des questions, revenir dessus, c'est la question de la planification écologique. Et si vous voulez, c'est l'envers de cette idée de faire piloter l'économie par les marchés financiers. Alors aujourd'hui, je viens de le dire, le capitalisme est porté à bout de bras par les banques centrales qui soutiennent massivement la finance et aussi par les subventions au secteur privé. Ça a été un peu dit précédemment. L'État subventionne massivement les firmes, par exemple avec le crédit d'impôt compétitif d'emploi ou le CIR. Alors, toutes ces différentes interventions sont des interventions finalement en aveugle. Le gouvernement finance l'économie, mais en aveugle. Il ne fait pas des choix, il ne délibère pas. Eh bien, c'est exactement le contraire que l'on souhaite faire. On souhaite avoir une planification écologique, c'est-à-dire où il y a une intervention publique dans l'économie, mais une intervention qui est dirigée en fonction de priorités, en fonction de choix. Alors, peut-être mentionner d'abord une brève réjouissance. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que la planification écologique est aujourd'hui devenue une question absolument centrale. La Première ministre est en charge de ces choses-là. Alors malheureusement, c'est quelque chose de tout à fait cosmétique. Lorsqu'on regarde les missions qui sont données au ministre, au secrétaire d'État en charge de cette question, il s'agit surtout de coordonner les différentes initiatives. Ce n'est pas du tout ça l'état d'esprit de la planification écologique que nous proposons. Alors on propose une articulation de cette planification écologique autour de trois éléments pour pouvoir faire bifurquer notre mode de développement. Alors, premier élément de la démarche, c'est que la planification écologique doit être démocratique. Pourquoi elle doit être démocratique? Ce n'est pas seulement une question parce qu'on valorise la démocratie, bien sûr c'est important, mais c'est que si on veut faire changer de base énergétique et de changer le rapport à notre nature de notre société, eh bien c'est pas possible de le faire sans un accord qui soit extrêmement large. Et un accord extrêmement large, ce n'est pas juste un mandat électoral qui le donne. Il faut qu'il y ait une participation, un investissement, un effort social dans ce processus-là. C'est pour ça que les territoires, des mécanismes associant les branches économiques, le monde associatif, la communauté scientifique sont nécessaires pour piloter cette planification écologique. Et on vise dans cette perspective un conseil à la planification écologique qui serait chargé, en lien avec le Parlement et le gouvernement, du pilotage de la planification. Donc il faut une instance spécifique pour pouvoir décider ça, une instance démocratique. Deuxième élément, ce n'est pas seulement du top-down, la planification écologique. Et le premier élément, la première chose qui manque aujourd'hui, c'est une visibilité sur l'impact qu'ont nos activités sur l'environnement. C'est pour ça qu'un élément important sur lequel on souhaite travailler, enfin non seulement travailler, mais mettre en place, c'est donner un mandat à l'INSEE pour faire émerger des indicateurs concernant l'information écologique de manière détaillée. Faire véritablement advenir une comptabilité publique en matière d'écologie et une compatibilité privée est quelque chose qui est absolument nécessaire pour pouvoir avoir une initiative par en bas et un pilotage par en haut de la transition écologique. Donc, formation d'une statistique écologique publique et privée, c'est un élément clé. Deuxième élément clé. Troisième élément, c'est la question de qui gouverne. Parce qu'aujourd'hui, la planification, c'est présenté comme un élément de coordination, d'échange, de discussion. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, la planification. La planification, c'est on fait des choix et on se tient à ces choix, on les met en place. De quelle manière peut-on faire ça? Eh bien, il faut imposer des priorités. Pour ça, il faut avoir une articulation administrative. Ça veut dire que l'instance en charge de la planification doit être directement liée non seulement à l'INSEE, mais également à la Banque de France, à la Caisse des dépôts, à la DARES pour ce qui concerne le travail, et puis aussi à la sous-direction des politiques sectorielles au sein du ministère de l'économie et des finances, qui permet de voir secteur par secteur les enjeux qui sont en place. Donc voilà, je vais m'arrêter là, mais simplement pour conclure, la menace d'une attaque sur des marchés financiers est aujourd'hui une excuse pour ne rien entreprendre. Nous refusons cette excuse. À l'inverse, une véritable planification écologique offre une voie stable, une perspective de long terme, pour faire vivre les vertus économiques de l'ambition collective et de la solidarité.